une transition vers un tout nouveau paradigme, avec un nouveau modèle de développement qui n'est plus porté par un État qui fait tout et qui s'endette, mais par un État stratège et un secteur privé national fort, un développement endogène et la définition d'un pacte national entre ceux qui gouvernent et les citoyens. Probité, intégrité, civisme, citoyenneté, avec comme viatique pour tous le Djoub Djoubol Djoubanti. Cette vision est ambitieuse parce que le Sénégal dispose d'un capital humain, matériel et immatériel remarquable, encore largement en friche. Libérer ce potentiel permettra de changer la trajectoire de développement du Sénégal avec, pour les 25 prochaines années, une croissance moyenne minimale de 6,5% par an qui positionnera le Sénégal en 2050 avec plus de 4 500 $ par habitant dans une nouvelle catégorie, celle des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Pour cela, la profession de foi du président Diomaye Faye, traduite à travers le document du projet, a été déclinée en un agenda national de transformation, nouveau référentiel des politiques publiques. Cet agenda se décline en 4 axes. Le premier axe, ce sera de doter l'économie de solides moteurs de croissance. Le Sénégal passera d'une économie désarticulée, extravertie et à faible valeur ajoutée vers une économie intégrée et à forte valeur ajoutée, notamment en s'appuyant sur des filières stratégiques autour de 4 grands moteurs de croissance. Le premier moteur, c'est la transformation des industries extractives, avec 4 filières qui seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le premier, ce sont les hydrocarbures. Le coût élevé de l'électricité a toujours constitué un des premiers blocages au décollage industriel de notre pays. Ce blocage sera levé grâce à nos ressources en gaz. La deuxième filière stratégique, ce sont les phosphates. Le Sénégal dispose d'importantes réserves à Darou-Moussi et surtout à Ndendori, près de Matam, qui sont aujourd'hui peu valorisées. Aujourd'hui, une partie de ce phosphate est exploitée par les ICS, principalement pour produire de l'acide phosphorique exporté en Inde. La vision des nouvelles autorités est différente. Désormais, le phosphate sénégalais sera principalement valorisé et transformé en engrais ici au Sénégal, avec le grand pôle industriel qui sera à Matam. Ceci pour assurer notre souveraineté agricole et appuyer nos voisins de la sous-région dans cette bataille aussi de la souveraineté agricole. La troisième filière extractive, ce sont les matériaux de construction. Malgré nos matières premières, nous importons 60% de nos besoins et cela impacte aussi bien le coût que la qualité de nos constructions. Le gouvernement mettra tout de suite plus d'ordre dans ce secteur, mais la vision, c'est surtout de produire beaucoup plus de matériaux sur place et de réduire les importations en valorisant toutes nos matières premières. Cette valorisation fera naître une 4e filière. En effet, en mettant en place les conditions nécessaires, notamment le chemin de fer et l'énergie, le Sénégal valorisera les importantes réserves de fer de la Falémé et se positionnera d'ici 2050 comme un hub métallurgique régional. Le deuxième moteur de croissance de l'économie sénégalaise de demain sera l'agriculture et les industries agroalimentaires. Le Sénégal va valoriser son potentiel agricole diversifié dans les céréales, l'arachide, l'horticulture, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, les produits forestiers non ligneux, le sel, pour devenir une puissance agricole moderne. Le troisième moteur de croissance, ce sera l'industrie manufacturière. Le Sénégal a connu dans les années 70-80 un décollage de son industrie manufacturière,
mais pour une bonne partie de ce tissu industriel aujourd'hui a disparu. La vision 2050, c'est une réindustrialisation, mais sur des bases solides, notamment dans 4 filières, les industries chimiques et pharmaceutiques, le cuir et le textile, les industries d'assemblage et les industries de recyclage. Le 4e moteur de croissance, ce seront les services à valeur ajoutée. D'abord, le numérique. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance. Ensuite, le tourisme. Ce secteur a été un moteur de l'économie sénégalaise, mais ce moteur s'est affaibli. L'ambition d'aujourd'hui, c'est de le relancer en diversifiant l'offre sénégalaise au-delà du balnéaire et du tourisme d'affaires pour valoriser nos trésors dans l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme religieux ou l'événementiel, comme les prochaines JOJ, et d'y créer près d'un demi-million d'emplois d'ici 2050. Ces 4 moteurs et ces filières que nous venons de voir changeront le visage de l'économie sénégalaise et généreront une nouvelle carte économique avec plus d'une vingtaine de pôles économiques dynamiques, des plateformes d'industriels, des zones touristiques, des carrefours logistiques, répartis sur l'ensemble du territoire. Ce Sénégal, conformément aux orientations du projet, sera plus souverain et plus prospère. Le bilan, c'est que comment on l'appelle, le programme national de développement, le PND, qu'on nous a annoncé à grands frais et pour lequel on est parti chercher Tony Blair ou Strauss-Kahn et qu'on paie à des milliers de dollars, c'est de l'éléphant blanc. Monsieur Tété n'est même pas capable aujourd'hui de nous citer une seule entreprise qui fonctionne au Togo, une seule qui fonctionne pendant tous ces 60 ans de gestion. Pas une seule, tous les entreprises sont des éléphants blancs, ou encore c'est dans les mains des étrangers, hein, c'est dans les mains des étrangers, et plutôt c'est des dépenses faramineuses. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Ils ont dit que ce projet va être basé sur 3 piliers. Il y a un pilier agricole qui sera essentiellement basé sur le soja. Il y a un pilier textile qui va avoir comme matière première le coton togolais qu'on va transformer en fibres et qui va permettre de faire des vêtements qu'on va aller vendre à l'extérieur. Je trouvais déjà assez bizarre qu'on produise des vêtements Togo, c'est à l'extérieur qu'on va le vendre pendant que les Togolais vont s'habiller en Ablonie au grand marché de Djanaoui. Et le 3e secteur, c'est le port sec. Le port sec qui va être aussi logé à l'intérieur de la PIA. Déjà, cette histoire de port sec aussi était quand même une curiosité parce que le port sec, généralement, on le construit très loin du port initial pour raccourcir la distance des clients qui viennent de loin. On peut mettre par exemple un port sec à Saint-Cassé, on peut le mettre peut-être à Mango, on peut le mettre je ne sais où. Mais construire un port sec à 20 km du port même, c'est quand même incroyable. Mais on a réussi aussi cet exploit dans la PIA. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Donc, c'était les 3 secteurs. Donc, l'agriculture. Donc, on va créer une chaîne de valeur avec l'agriculture en se basant sur la transformation du soja en tourtereau et en nu. Le textile, on va utiliser le coton en fibre et produire les habits qu'on va vendre et exporter. Et puis, on va créer un port sec, dépoter les conteneurs du port de Lomé à 20 km après, les décharger et les recharger après. C'est quand même incroyable. Et donc, ils ont commencé, et patatras, les premiers problèmes ont commencé par surgir. Et les 3 secteurs, les 3 piliers ont des problèmes. Le premier problème, c'est avec les producteurs de soja. Les agrégateurs de soja, ils ont bâti la filière eux-mêmes. Et la filière qui a tiré le soja vers le haut, c'est la filière bio. C'est la filière bio qui a tiré la filière soja au Togo vers le haut. Et c'est elle qui a donné de la renommée au soja togolais.
avec les félicitations de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada. Et ce sont des jeunes qui se sont organisés à l'intérieur du pays, les agriculteurs, qui ont formé des coopératives, qui sont allés chercher les semences et tout, qui ont travaillé à faire de cette filière ce qu'elle est aujourd'hui. Mais dès que cette filière a commencé par porter, parce que la filière soja, c'est près de 50 à 60 milliards de chiffre d'affaires par an, tous les prédateurs ont vu qu'il y avait de l'argent là-bas, tout le monde est rentré dans la filière. C'est comme ça qu'on agit au Togo. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, tout le monde rentre dedans. Donc, tout le monde est rentré dans la filière soja, en commençant par les autorités. Les gens ont créé des entreprises, les gens ont créé ci, les gens ont créé ça, tout le monde est rentré dans la filière. Et donc, ces fameux Indiens de la PIA qui sont arrivés, leur objectif, leur mission plutôt, leur cahier de charge, c'était de transformer le soja sur le site de la PIA, en tourtereau et en mûle de soja. Sur les 7 usines qu'ils ont mis en place pour transformer le soja, écoutez-moi très bien, sur les 7 usines qu'ils ont mis en place, pour la transformation du soja, ils ont déjà fermé 8 usines, c'est 8 unités. Pourquoi je parle d'usines? C'est des unités. Les unités de transformation qu'ils ont mis à l'intérieur de la PIA, ils ont déjà fermé cette unité. Il ne reste qu'une seule unité qui produit à peine, qui produit pas grand-chose. Malversation, détournement de l'argent, faillite. Les gens ont commencé par démissionner, certains ont commencé par fuir, on a arrêté des gens au Bénin, au Togo, certains ont fui, certains ont démissionné. Le chef agro, par exemple, de la filière agro de la PIA, il est parti au Zimbabwe. On a arrêté certains, d'autres sont recherchés. Et donc, on a bousillé l'argent. Et à la fin, qu'est-ce que ces Indiens font? Ces Indiens, au lieu de transformer le soja sur place, ont commencé par eux-mêmes à exporter le soja. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. C'est-à-dire, au départ, ils n'avaient pas pour vocation d'exporter le soja. Leur cahier de charge, c'était de transformer le soja sur place. Donc, les Togolais devaient leur vendre le soja que eux, ils devaient transformer sur place. Maintenant qu'ils n'arrivent plus à transformer sur place, ils sont devenus maintenant des exportateurs. Et en exportant, ils rentrent en conflit avec les agrégateurs, ceux qui avaient les licences d'exportation. Donc, trafic d'influence, menaces, réseaux mafieux, donc, c'est parti en couille. Et donc, du coup, il y a eu énormément de problèmes dans la filière soja. Les agrégateurs sont découragés. Les gens n'arrivent plus à trouver les semences ou à les acheter pour donner aux paysans. La filière est en train de tomber. L'année dernière, le Togo a fait 300 000 tonnes. Cette année, ils sont à peine 200 000 tonnes. Donc, la filière est en train de tomber à cause des agissements, non seulement des Indiens, mais aussi des autorités togolaises, principalement les gens du ministère du Commerce, qui sont complices de ces Indiens-là, et d'autres Indiens qui arrivent sur le marché, qui font de la spéculation et qui sèment le désordre dans le pays. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.